deux diagnostics, la diverticulite du sécum, qui est rare réellement sous nos cieux. C'est une pathologie qui a un substratum génétique. 70% des cas rapportés dans la littérature se voient dans la population asiatique. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on a la possibilité d'une tumeur sécale infectée. Aujourd'hui, en Tunisie, plus de 10% des cancers colorectaux sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans. Il faut savoir rechercher les signes autres accompagnateurs, que ce soit, encore une fois, les antécédents familiaux de cancers colorectaux ou de polypes, rechercher une hémorragie digestive basse, rechercher une masse à l'examen, un syndrome de dénutrition, une altération d'état général, etc., pour savoir évoquer le diagnostic. Et moi, à ce stade, j'ai une question à vous poser. Est-ce que, devant ce tableau quand même complet d'appendicite que présente notre patient, est-ce que vous iriez l'opérer ou est-ce que vous l'exploriez un petit peu plus? Donc, votez. Je vous rappelle que c'est un jeune de 25 ans qui a un syndrome douloureux et fébrile de la fosse iliaque droite évoluant depuis 2 jours, avec une diarrhée, mais qui peut se voir. Alors, pour les réponses, donc la majorité ont répondu une échographie abdominale et la TDM abdominopelvienne vient en deuxième position. Donc, l'assistance a raison parce qu'on peut commencer par une échographie abdominopelvienne, surtout chez des sujets jeunes qui sont maigres. Elle va permettre de poser, dans certains cas, le diagnostic d'appendicite aiguë. Mais elle va surtout nous servir à éliminer une autre urgence urologique en l'occurrence, pour éviter les radiations qui sera causée par le scanner chez des sujets qui sont jeunes. Mais surtout, cette échographie va nous permettre d'éliminer une urgence gynécologique chez des femmes jeunes en âge de procréer. Le scanner abdominopelvien reste toutefois l'examen clé devant des urgences digestives abdominales. Elle a une excellente précision diagnostique. Elle peut être demandée même de première intention après avoir éliminé une urgence gynécologique. Et il faut savoir que selon les hypothèses diagnostiques qui seront formulées par le clinicien, le radiologue va adapter son protocole de scanner pour essayer d'étayer cette suspicion diagnostique. Donc nous vous demandons toujours de nous mettre vos suspicions diagnostiques pour adapter notre protocole en fonction. Donc, l'IRM, elle reste à privilégier chez les enfants et les femmes enceintes, généralement après une échographie qui n'est pas concluante, mais toujours pour des raisons de disponibilité. Donc, ce n'est pas un examen qui est de pratique courante, malgré qu'il montre des performances diagnostiques qui sont élevées en matière d'appendicite aiguë. Donc, chez notre patient, malheureusement, l'échographie n'a pas pu mettre en évidence, n'a pas pu visualiser l'appendice. Donc, par contre, elle nous a permis de... Excusez-moi. Voilà. Donc, elle nous a permis de montrer cet épaississement de la paroi de la dernière anse iléale avec une stratification de la paroi. Il n'y avait pas de collection abdominale ni épanchement liquidien sur cette échographie. Donc, du moment qu'on est toujours sur ce diagnostic d'appendicite et qu'on n'arrive pas à voir l'appendice en échographie, donc nous avons réalisé une TDM abdominale, donc qui a confirmé, donc il n'y avait pas d'appendicite, mais elle a confirmé cet épaississement régulier de la paroi de la dernière anse iléale qui était étendue sur 6 cm avec un appendice qui était sain. Il n'y avait pas de collection intra-abdominale, il n'y avait pas de sclérolipomatose et il y avait une petite adénomégalie de 12 mm du carrefour iléocécal. Alors, du moment qu'on a un jeune patient qui se présente pour douleur fébrile et associée à une diarrhée aiguë et qu'on a une modification de l'élément terminal à l'imagerie, on définit une iléite aiguë. C'est un tableau clinico-radiologique défini par la présence, d'un syndrome clinique fait de douleur de la fosse iliaque droite, associé ou non à une hyperthermie, associé ou non à une diarrhée aiguë, qui évolue de moins de 7 jours, associé à une modification de l'élément terminal, que ce soit sur l'échographie ou scanner ou à l'IRM. Donc, d'après vous, quelle étiologie d'iléite aiguë évoquez-vous?
Est-ce que vous évoquez une maladie de Crohn iléale, une éliite infectieuse, une éliite ischémique, ou un lymphome du grêle, ou une éliite médicamenteuse? Merci de voter. Allez voter. D'accord. Donc, la majorité de la salle, on va arrêter le. La majorité de la salle a voté pour, une élite infectieuse, pour une maladie de Crohn plutôt. Mais il faut savoir que pour élite aiguë, les étiologies sont diverses et multiples. On commence par l'origine infectieuse qui constitue la cause la plus fréquente d'élite aiguë. Donc pour les germes, les yersinioses sont les germes les plus fréquents. Dans un pays d'endémie, donc on doit absolument évoquer une tuberculose intestinale. Après, pour la tuberculose, nous, en imagerie, on a quelques arguments qui vont plaider en faveur d'une infection chronique. La tuberculose, elle est rarement isolée au niveau de la fosse iliaque, au niveau de la dernière anse iléale, mais il y a toujours une participation du sécum. Et là, je vous montre sur cet exemple. Donc là, c'est un exemple historique de tuberculose iléosécale avec un épaississement de tout le carrefour iléosécal, un épaississement digestif qui est associé à des magmas d'adénomégalie qui sont nécrosés. Donc cet élément, il est vraiment en faveur d'une tuberculose. Et là, en l'occurrence, il y avait même une thrombose veineuse du système mésentérique supérieur. Pour les élites infectieuses. Toutefois, le tableau d'élite simple peut se voir aussi dans la tuberculose. Oui, tout à fait. Donc, pour le diagnostic, les examens bactériologiques sont peu contributifs. Prenons l'exemple de la Yersinia. La coproculture n'est positive que dans 20 à 30% des cas. La sérologie est inutile à la phase aiguë, étant donné que la séroconversion se fait en 2 à 4 semaines et peu spécifique, étant donné la réactivité antigénique croisée avec d'autres bactéries. Donc, la deuxième cause, c'est les causes inflammatoires. On doit évoquer absolument une appendicite et ses complications. La maladie de Crohn, donc, historiquement, a été décrite sous forme d'éléite. Et toujours devant un épaississement de la dernière anse iléale, donc nous, radiologues, on va chercher des éléments et des arguments qui sont en faveur d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc on va chercher les signes de chronicité, à savoir l'hypertrophie de la graisse autour de l'anse pathologique, donc c'est la sclérolipomatose, et l'aspect peigné du mésentère qui sont plutôt en faveur du Mickey. Les fistules vont évoquer la maladie de Crohn, mais peuvent se voir dans les infections chroniques, à savoir la tuberculose iléosécale. Et enfin, on va tricher un peu et on va se mettre sur la fenêtre osseuse et chercher des signes de spondyloarthropathie axiale. Donc, du moment qu'on va avoir un épaississement de la dernière anse iléale avec une sacro-iléite, ça sera vraiment un argument qui sera plutôt en faveur du Mickey et non pas d'une iléite aiguë d'origine infectieuse. D'autres causes peuvent être étiologie de l'élite aiguë, notamment les causes médicamenteuses. Dans ce cas, les anti-inflammatoires non stéroïdiens constituent les médicaments les plus incriminés. Ensuite, on doit évoquer les causes vasculaires. Si terrain favorable, si terrain d'arythmie ou de facteurs de risque cardiovasculaire, on doit évoquer l'ischémie donc mésentérique. Donc pour notre patient, le diagnostic, on a un patient âgé de 24 ans, donc qui ne présente aucun autre signe associé à l'imagerie. Donc l'étiologie, on retient élite infectieuse. Pour notre cas, nous avons complété par la coproculture revenue donc négative. Donc il s'agit d'une élite aiguë présumée vu l'argument de fréquence. Donc dans ce cas, quelle serait votre prescription? Est-ce que vous prescrivez la ciprofloxacine associée à la métronidazole par voie intraveineuse pendant 10 jours ou la ciprofloxacine pérose pendant 7 jours ou la métronidazole pérose pendant 10 jours, ou aucun traitement antibiothérapie, ou vous optez pour
amoxicilline associée à l'acide clavulanique Perros pendant 6 jours. Quelle antibiothérapie préconisez-vous ou vous ne préconisez aucun traitement antibiotique? Alors, donc, la majorité de la salle donc, opte pour une double antibiothérapie par voie intraveineuse et 27% optent pour aucun traitement antibiothérapie. Vaste réponse. En fait, devant une élite aiguë infectieuse, la conduite à tenir, tout d'abord, il faut savoir que l'évolution d'élite donc infectieuse est bénigne, spontanément favorable. Donc, il faut préconiser un traitement symptomatique avec correction des troubles hydroélectrolytiques. Il faut savoir qu'un traitement par antibiothérapie n'est pas systématique. Il est préconisé sauf si terrain fragile ou signe de gravité, notamment si présence de diarrhée sanglante supérieure à 6 selles par 24 heures ou une fièvre importante supérieure à 38,5 ou si persistance des symptômes au-delà de 7 jours. Donc l'antibiothérapie, si elle est donc indiquée, elle se base sur la ciprofloxacine ou l'azithromycine Perros pendant donc 3 à 5 jours. 3 à 7 jours. Revenons à notre cas clinique. Résolution spontanée des symptômes en 2 jours, pas de douleur, pas de diarrhée. Donc, ce qui constitue un argument de plus en faveur de l'origine infectieuse. À ce stade, que prévoyez-vous chez ce patient? Est-ce que vous complétez de façon systématique par une héliocoloscopie avec biopsie iléale? Est-ce que vous complétez par une entéro-IRM ou une réévaluation clinique et biologique à 1 mois ou une nouvelle tomodensitométrie à 1 mois ou une réévaluation clinique seule à 1 mois? Les avis sont partagés entre demander un bilan biologique à 1 mois et réévaluer cliniquement à 1 mois. En fait, étant que l'élite aiguë a une évolution cliniquement favorable, il faut évaluer le patient en premier lieu par la clinique à 1 mois pour rechercher les signes en faveur d'une maladie de Crohn. Cette évaluation se fait dans un délai de 3 à 4 semaines. Si persistance de symptômes, une héliocoloscopie s'impose. Donc, certains auteurs proposent une sérologie de la Yersinia qui permet un diagnostic rétrospectif de l'infection, mais qui reste encore non recommandé. Donc, on dispose d'une étude du service. Donc, c'est une série rétrospective incluant 31 patients qui ont consulté pour élite aiguë et ont été hospitalisés au service. Une héliocoloscopie a été faite chez tous les patients et seule la CRP élevée était un facteur prédictif de présence de maladie de Crohn. Donc, la réponse exacte, c'est d'évaluer cliniquement le patient. On suggère une CRP avec cette évaluation clinique. D'accord. Oui. Comment vous allez poser le diagnostic a posteriori? Puisqu'initialement, la sérologie est négative. Il faut attendre 3 à 4 semaines. Et vous dites qu'il ne faut pas faire. Donc, on n'a jamais d'études épidémiologiques concernant Yersinia, si on ne fait pas. En fait, même si on demande la sérologie, il y a une réactivité antigénique avec d'autres germes, notamment les salmonelles et les campylobactères, qui ne nous permet pas d'être sûr si la sérologie est positive qu'on a une yersiniose. Mais l'évolution clinique favorable constitue l'argument le plus important. Et l'autre argument, c'est la fréquence de ces infections.
Merci beaucoup. Juste une remarque d'ensemble. Est-ce que face à un tableau aigu tel que celui-ci, il est vraiment pertinent d'aller chercher on a l'impression qu'on est un peu obnubilé par les étiologies colossales, c'est-à-dire aller d'emblée chercher une maladie de Crohn, penser à une tuberculose. Il a 24 ans, il est en bon état général. Ça fait quelques jours qu'il a mal à la fosse iliaque droite et de la fièvre. C'est vrai que l'appendicite aiguë est le premier diagnostic, mais en dehors de cela, on traite comme une iléite infectieuse et on ne se soucie pas d'aller chercher plus que ça. À mon avis, ça me paraît un peu exhaustif dans la démarche. Et pourquoi? On a dit qu'il ne fallait pas faire beaucoup d'examens après. Parce que l'iléite aiguë constitue un mode de diagnostic de la maladie de Crohn. Oui. Oui, ça constitue aussi un mode de découverte, par exemple, du lymphome du grêle, de beaucoup de pathologies, de tuberculose même, alors que c'est une infection chronique. Donc, il faut juste bien interroger le patient et que le radiologue nous dise qu'il n'y a rien d'autre. On peut avoir juste quelques adénopathies réactionnelles et sans plus. Oui, c'est ça, c'est pour cela qu'il faut réévaluer obligatoirement le patient à 1 mois. Nadia, juste par rapport au contrôle par imagerie, c'est-à-dire on a un patient qui a quand même un épaississement du grêle, même si c'est localisé, et une adénopathie qui est en fait c'est quand même une adénopathie. Est-ce qu'il ne faut pas faire au moins une échographie? Si l'épaississement persiste, on va passer au scanner. Vu qu'il y a parfois une petite amélioration transitoire de certaines pathologies, telles qu'une tuberculose, il y a là. Non, ce n'est pas du tout indiqué de recontrôler ni de faire l'exploration endoscopique. Et même, vous avez dit qu'il y a une adénopathie. Typiquement, dans les iléites aiguës infectieuses, l'adénopathie est grosse. Mais ça conforte même le diagnostic et ça permet de ne pas explorer par la suite. C'est-à-dire juste la clinique et la CRP seulement. Il faut juste revoir le patient à 1 mois et voir s'il y a même une persistance minime de symptômes, s'il garde des douleurs abdominales même diffuses, pas localisées au niveau de la fosse iliaque droite, il faut aller explorer endoscopiquement. Donc, il nous reste encore 2 cas cliniques. Dans la première situation clinique, on dispose de données de la littérature qui nous permettent de se comporter face à un patient de façon pas consensuelle, mais pratiquement consensuelle, alors que dans les 2 autres cas, c'est vraiment difficile de trouver des données dans la littérature. Donc, le deuxième cas, c'est à propos d'un patient âgé de 30 ans, sans antécédent, qui présente depuis 2 jours un syndrome douloureux de la fosse iliaque droite. À l'examen, il a une température à 37,5, donc apyrétique, une sensibilité de la fosse iliaque droite, sans plus. Au bilan, il y a une tendance à l'hyperleucocytose avec une CRP à 42 mg par litre et le reste de son bilan est pratiquement normal. Donc, on l'adresse, bien sûr, on a commencé par un scanner et Aya va nous dire ce qu'elle a trouvé chez ce patient. Alors, nous avons un scanner, donc là, on tombe sur un épaississement de la dernière anse iléale qui a quasiment les mêmes caractéristiques que sur le premier cas, mais en plus, il y avait un appendice qui était tuméfié, mais enfin, il était de taille limite, il faisait 7 mm de diamètre, donc on n'arrivait pas à trancher s'il s'agissait uniquement d'une iléite aiguë avec un appendice qui était réactionnel ou d'une authentique appendicite aiguë. Alors, c'est une question sans vote sur le smartphone. On essaye de discuter ensemble. Est-ce que devant cet aspect de dernière anse inflammatoire et d'appendice aussi tuméfié pathologique,
est-ce que vous pensez à une appendicite aiguë avec une iléite réactionnelle ou plutôt une iléite aiguë infectieuse avec une inflammation appendiculaire réactionnelle ou plutôt une appendicite aiguë avec une maladie de Crohn iléale qu'on découvre fortuitement sur le scanner ou une maladie de Crohn iléale et appendiculaire en poussée. Qu'est-ce que vous en pensez? Une appendicite aiguë, même si l'iléant est réactionnel. L'appendicite aiguë avec une maladie de Crohn de découverte fortuite. Il n'y a pas de stercolite sur le scanner. Non, il n'y a pas de stercolite. Alors, pour avoir une iléite réactionnelle à une appendicite, normalement, l'état pathologique de l'appendicite plutôt, conditionne l'iléite. Là, Oui. on n'a pas l'air d'avoir une appendicite évoluée. Non. Donc, on ne peut pas penser à une iléite réactionnelle à une appendicite. Hein? On n'a pas décidé d'opérer. Et est-ce qu'on a le droit de ne pas explorer chirurgicalement ce patient? Passer à une autre étape. Moi, j'aurais tendance plutôt à se lever. D'accord. Micro, docteur Ben Smaïl. Le micro, j'ai Oui. pas. Je pense à une appendicite de découverte. D'accord. Je vais essayer de vous donner le peu de données de la littérature que j'ai pu trouver. Pour les inflammations réactionnelles, que ce soit de l'iléant quand l'appendice est malade ou de l'appendice quand l'iléant est malade, ça peut se voir c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de parallélisme avec l'intensité des symptômes ni l'importance du syndrome inflammatoire biologique. C'est-à-dire, c'est une inflammation importante, mais les symptômes peuvent mimer une appendicite aiguë ou une iléite aiguë bénigne. Pour la femme, il y a la pathologie gynécologique, les affections tubo-ovariennes, surtout les infections qui vont nous donner un aspect d'iléon malade et d'appendice malade, c'est-à-dire l'inflammation se propage aux deux organes. C'est très fréquent et le scanner, même l'écho, si elle est faite, peut passer à côté d'une infection gynécologique. Donc, pour la maladie de Crohn appendiculaire, une maladie de Crohn appendiculaire isolée est exceptionnelle. C'est découvert en général sur les pièces opératoires. Alors que l'appendice est atteint par la maladie de Crohn dans 25% des cas quand on a une maladie de Crohn iléale ou iléocécale. Typiquement, on dit que le début des symptômes est insidieux au cours de la maladie de Crohn, mais bien entendu, il peut être aigu, mimant parfaitement ce tableau, et a fortiori, quand l'appendice est malade, ça donne des tableaux aigus. Pour l'appendicite aiguë avec une iléite réactionnelle. Oui. Donc, est-ce que ça peut être une appendicite aiguë qui survient au cours d'une maladie de Crohn jusque-là méconnue? D'habitude, on dit que les patients ayant une maladie de Crohn ne font pas d'appendicite, ne font pas OK, ils le font, mais ils peuvent le faire de façon exceptionnelle ou même très très rare. Donc, c'est pas qu'ils ne font pas, ils font, mais rarement. Donc, c'est un diagnostic auquel... Oui. Finalement, tous les diagnostics peuvent être évoqués, mais le diagnostic d'appendicite doit être évoqué en premier lieu, parce que c'est un diagnostic qui engage le pronostic vital du patient. Toutefois, on est embêté, le chirurgien est embêté d'opérer, d'explorer chirurgicalement un patient, et il tombe finalement sur une derniérance malade, et donc il va rien faire. Nous avons
Ainsi, est-ce qu'on peut évoquer avec un peu plus de probabilité une maladie de Crohn chez ces patients-là avant de les explorer au bloc? On trouve une réponse dans ces deux papiers publiés en 2016, population pédiatrique et population adulte. Ils ont pris l'ensemble des patients explorés chirurgicalement pour une très forte suspicion d'appendicite aiguë. Ils ont écarté les patients qui avaient des signes déjà d'emblée évocateurs de maladie de Crohn. Ils ont comparé les données préopératoires des patients qui avaient finalement une maladie de Crohn, donc découverte en péropératoire, aux patients qui avaient une appendicite aiguë. Alors, on a trouvé, les conclusions sont concordantes, des antécédents de douleurs abdominales chroniques ou de diarrhée chronique, un nombre de selles plus important, une consistance plus molle des selles, un taux d'hémoglobine plus faible et un taux de plaquettes plus élevé qui était significativement plus fréquent chez le groupe maladie de Crohn. Alors, en dehors de douleurs abdominales chroniques et de diarrhée chronique, de toutes les façons, on va de toutes les façons demander au patient s'il a des antécédents de douleurs chroniques ou de diarrhée chronique qui vont orienter fortement vers la maladie de Crohn. Quand on voit en détail le texte, on n'a pas, par exemple, le nombre de selles plus important. C'est 1 à 2 selles versus 0, 1 selle. C'est pas vraiment une diarrhée. Une consistance plus molle sans que ça soit des selles liquidiennes. Le chiffre d'hémoglobine est significativement plus faible sans qu'il y ait de vraie anémie. Donc, ces deux études n'aident pas beaucoup. Chez notre patient, donc, qu'est-ce que vous proposez chez notre patient qui a un iléon pathologique au scanner et un appendice aussi pathologique au scanner? C'est sans vote là aussi. Est-ce que vous proposez de mettre une antibiothérapie et d'évaluer l'évolution? Est-ce que vous allez le surveiller sans traitement ou vous allez l'explorer au bloc opératoire? Vous proposez une écho-endoscopie, iléocoloscopie. Je pense pas. Le tableau clinique n'est pas très alarmant. Oui. D'accord? Il n'y a pas de signe de complications sur le scanner. Non. Il n'y a pas d'abcès. Il n'y a pas de réaction locale. Non. Il y a juste une sensibilité de la fosse iliaque droite au Il n'y bilan. a pas de réaction locale inflammatoire au niveau du Non. cardiologie. Non. Personnellement, je maintiens, j'ai tendance plutôt à surveiller sans traitement. D'accord. Mais nous, gastro, si on a à prendre en charge ce patient, on a toujours le diagnostic d'appendicite aiguë qu'on doit écarter. Et donc, le patient, je vais l'adresser à mon collègue chirurgien pour le prendre en charge dans l'immédiat. Et Amine va nous dire ce qu'il va faire. Alors, je ne vais pas vous mentir, je suis bien content que Sijuine ait du même avis que moi. C'est un patient qui a certes un appendice qui est pathologique, mais il a quand même une dérénance qui est assez malade sur le scanner. Et nous, comme je vous l'avais dit en début de topo, c'est clair qu'il ne faut pas prendre du retard pour opérer une appendicite et porter le diagnostic de l'appendicite, mais le plus difficile, c'est savoir quels sont les patients qu'il ne faut pas opérer. Et là, c'est typiquement le patient qu'il ne faut pas opérer. Mais il ne faut pas le lâcher dans la nature non plus, parce que chez lui, il peut évoluer vers la catastrophe. Donc, il ne faut pas hésiter à hospitaliser ce genre de patients, et on va les surveiller sans aucun traitement, ni antibiotique, ni antalgique. On peut tout au plus glacer la fosse iliaque droite. Et le plus important, c'est de réévaluer de manière récurrente le patient. Parce qu'entre un examen et l'interrogatoire, on ne va pas se mentir, tu es un petit peu à la va-vite aux urgences, et réévaluer dans le calme le patient au service à plusieurs, on n'hésite pas à passer à plusieurs pour réinterroger le malade, mettre la main sur la fosse iliaque droite, parfois même examiner le périnée pour voir s'il n'y a pas des manifestations anopérinéales de maladie de Crohn. Comme ça, on va pouvoir se retrouver plus ou moins dans deux situations. On se connaît, il y a une forte suspicion d'appendicite ou non.
On ne va pas hésiter à revoir le scanner avec le radiologue. On fait très souvent, on les harcèle pour ça. Comme l'a si bien dit Sylvie, on va rechercher d'autres signes en faveur d'une appendicite aiguë. Est-ce que l'appendice est aéré ou est-ce qu'il n'est pas aéré? Est-ce qu'il y a un stercolite ou non? Est-ce qu'il y a une inflammation périappendiculaire qui est très importante? Tout ça pour rechercher d'autres arguments en faveur d'une appendicite aiguë. Parfois, on va soit se contenter de surveiller le patient, et c'est l'épreuve du temps qui nous dira une appendicite aiguë ne s'améliore jamais juste en glaçant la fosse iliaque droite. Le patient va aggraver sa fièvre, va aggraver ses signes locaux à l'examen, il va aggraver son syndrome inflammatoire biologique, et dès que le tableau va devenir alarmant, on va pouvoir l'opérer dans de bonnes conditions en ayant plus ou moins une certitude diagnostique préopératoire. Dans certaines situations où, en réévaluant à plusieurs reprises le patient, on va se dire que on est beaucoup plus probablement devant une appendicite aiguë. Et là, c'est les situations où on ne va pas hésiter à mettre une caméra, explorer laparoscopiquement le patient, parce qu'une laparoscopie, avant d'être thérapeutique, elle est diagnostique. Et là, j'ai envie de vous montrer rapidement quelques photos, c'est qu'en péropératoire, on fait très facilement le diagnostic. Là, vous avez un appendice qui est érectile, qui est sous tension, qui est tuméfié avec une congestion des vaisseaux à son niveau. Il y a une petite réaction de la dernière anse iléale et du plafond sécal. Là, c'est clairement aussi une appendicite avec des fausses membranes au niveau du méso-appendiculaire. Donc là, on ne va pas se poser de questions, on va enlever l'appendice. C'est une appendicite aiguë. Là, j'ai juste envie de vous montrer qu'on peut très facilement faire la différence entre une appendicite aiguë et une maladie de Crohn iléosécale. Là, c'est une dernière anse iléale avec un méso, comme vous le voyez, qui est très très épais, très différent de ce qu'on voyait tout à l'heure, et une grosse adénopathie ici. En fait, c'est ce qu'on voit en péropératoire, c'est ça, la sclérolipomatose. C'est de la graisse qui est très inflammatoire, très épaissie. Et là, si on met un malade au bloc avec le diagnostic d'appendicite aiguë et qu'on se retrouve avec ça en péropératoire, on va rien faire, on va redresser le diagnostic et s'en aller, adresser le malade par la suite en fonction des situations, soit au gastro, soit reprogrammer pour sa résection iléosécale. Malheureusement, ça arrive encore. Là, je vous montre pour vous dire qu'on n'est pas, malgré toutes ces précautions, parfait. Là, c'est un patient qui a été opéré il a 3 mois au service, un jeune de 25 ans, tableau typique d'appendicite aiguë, aucun signe extradigestif. Il a eu le malheur d'être abordé par McBurney. Et on se retrouve avec une énorme sclérolipomatose au niveau du carrefour iléosécal, un appendice qui est pris, bien sûr, dans l'inflammation, une dernière anse qui est épaissie. Et là, on fait le diagnostic de maladie de Crohn iléosécale. Heureusement qu'on ne s'est pas acharné à disséquer l'appendice, à l'enlever, parce que sinon, ça aurait été la fistule entérocutanée, au mieux, si ce n'est une péritonite post-opératoire, à coup sûr. C'est un malade qu'on a tout remis à l'intérieur, refermé. Il a eu sa coloscopie à 1 mois et demi post-opératoire. C'est une maladie de Crohn iléosécale, confirmée sur anatomopathologie. Donc, on enchaîne avec le dernier cas clinique. C'est une femme âgée de 38 ans, sans antécédents, qui présente depuis 3 jours des douleurs de la fosse iliaque droite avec une accélération du transit, 3 à 4 selles liquidiennes par 24 heures. Elle a une température à 38,2, une sensibilité de la fosse iliaque droite. Au bilan, on a une anémie à 10,2 grammes par décilitre, hypochrome microcytaire, une hyperleucocytose à 11 700, une thrombocytose à 450 000 par millimètre cube et une CRP élevée à 88 mg par litre. Donc, comme c'est une femme, et comme on l'a dit tout à l'heure, il vaut mieux commencer par l'échographie. C'est ce qu'on a fait. Et voilà ce que la radiologue a retrouvé. Donc, j'insiste pas assez sur l'intérêt de faire une échographie chez des femmes jeunes devant tout symptôme de la fosse iliaque droite. Et ça nous arrive parfois de commencer par faire le scanner et de faire l'échographie rétrospectivement pour chercher justement une urgence gynécologique avant de retenir le diagnostic d'une iléite ou d'une appendicite aiguë. Donc, chez cette patiente, il n'y avait pas de masse latéro-utérine, l'utérus et les ovaires étaient sans anomalie, l'appendice n'a pas été retrouvé en échographie, mais il y avait cet épaississement de la paroi de la dernière anse iléale qui est cette fois-ci très hypoéchogène avec perte de la stratification, donc en contraste avec le premier cas clinique qu'on a vu. Et il y avait une hypertrophie de la graisse tout autour, donc cette hypertrophie de la graisse hyperéchogène autour de cette dernière anse pathologique hypoéchogène. Donc, comme on n'a pas pu visualiser l'appendice à l'échographie, nous avons complété par un scanner abdominopelvien, donc qui a montré un appendice qui était sain, mais il y avait toujours cet épaississement de la paroi de la dernière anse iléale qui était mesuré à 6 mm et qui était étendu sur 13 cm.
il n'y avait pas de collection intra-abdominale, mais il y avait cette hypertrophie de la graisse tout autour et cet aspect peigné du mésentère autour de la dernière anse qui était pathologique. Donc, à votre avis, quels seraient les diagnostics à évoquer chez cette patiente? C'est facile, je pense. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc c'est facile. Là, c'est très probablement une maladie de Crohn iléale en poussée, mais juste pour vous dire que la tuberculose, chez nous, doit rester dans un coin de la tête, même malgré l'absence de signes d'imprégnation d'adénopathie nécrosée sur le scanner. Et la sclérolipomatose, je vous rappelle que ce n'est pas synonyme de maladie de Crohn et ça peut se voir parfaitement dans les infections chroniques, notamment dans la tuberculose. Donc, chez cette patiente, faudrait-il éliminer une surinfection sur une maladie de Crohn iléale? Et je mets surinfection entre guillemets. Non? Dr Fileli, non, vous allez traiter, explorer, traiter directement. À notre avis, non. Donc, oui, l'hypodensité au niveau de l'épaississement, c'est l'absence de stratification. Ça évoque une inflammation chronique, c'est ça? À l'échographie, le fait d'avoir un épaississement avec perte de la stratification pariétale, avec cet aspect très hypoéchogène de la paroi, c'est plus en faveur d'une maladie de Crohn. C'est à l'échographie, non pas au scanner. Donc, cette surinfection que je mets bien entre guillemets, c'est une entité qui n'existe pas dans la littérature pour la maladie de Crohn iléale, contrairement à l'atteinte colique au cours de la maladie de Crohn ou à la RCH. Mais on a un tableau des éléments qui plaident pour une infection. Déjà, le tableau aigu qui peut parfaitement inaugurer une maladie de Crohn, mais on a une diarrhée aiguë, on a une hyperleucocytose, une fièvre. Donc, je propose que pour cette patiente, de temporiser juste un peu, faire une coproculture, même si on a dit que le rendement est très modeste, et 2-3 jours, elle ne force pas la main. De toute façon, s'il y a une infection, ça va partir rapidement, et d'explorer par la suite afin de donner un traitement pour la patiente. Et pardon? En fait, il n'y a aucun signe de sévérité. Le terrain n'est pas fragile, donc elle peut être gérée en ambulatoire. On n'est pas obligé de l'hospitaliser. Donc, je laisse ça à vous donner les take-home messages de l'atelier. On a terminé. Donc, pour les messages à retenir, il faut savoir que éliite aiguë, c'est un tableau clinico-radiologique défini par la présence d'une douleur abdominale associée à une modification de l'élément terminal, avec ou sans une fièvre ou une diarrhée aiguë. Donc, il faut s'acharner à éliminer une urgence chirurgicale ou gynécologique chez la femme. Il faut une pathologie chronique peut être révélée par éliite aiguë et selon le contexte et le terrain, on doit évoquer une tuberculose intestinale, une maladie de Crohn, une ischémie. Pour cela, il faut orienter le radiologue. Les élites infectieuses bactériennes sont les étiologies les plus fréquentes. Les yersignoses ainsi constituent les germes les plus incriminés. Un traitement
symptomatique donc doit être préconisée. L'antibiothérapie donc doit être réservée pour les terrains donc fragiles et si signes de gravité. Si persistance de symptômes, il ne faut pas hésiter à compléter par une iléocolite.